Bienvenue a São Paulo. Merci. O que você sente, Bruno, toda vez que você vem aqui nos visitar em São Paulo? Moi, ce qui me surprend toujours, c'est que quand on arrive ici, on a ce sentiment d'une énergie incroyable, d'une grande générosité. Et en même temps, on a aussi ce sentiment de quelque chose de très sérieux, y compris l'organisation d'ailleurs de l'EMESP, qui est extrêmement sérieuse, extrêmement rationnelle. On a plein de pays qui nous semblent beaucoup moins fantaisistes quelquefois que le Brésil dans l'inconscient collectif français. Et pourtant, il y a ici cette combinaison entre quelque chose de très clair, de très droit, de très bien organisé, et en même temps une volonté aussi de jouer avec le matériau et de s'amuser, de jouir de la vie et de jouir du son. Você já viajou pelo mundo, conhece muitas escolas, muitos conservatórios, muitos alunos. O que você percebe dos nossos alunos brasileiros que é muito particular, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista humano? O que você sente quando está com eles? Ce qui a toujours très bien fonctionné entre nous, ça a été la relation humaine tout le temps. Il y a eu, déjà entre nous deux, mais que l'on ressent à tous les étages. C'est vrai qu'il y a une volonté de travailler ensemble. On n'est pas là parce qu'on est obligé, on n'est pas là parce qu'il y a une convention internationale qui nous lie, on est là parce qu'on a envie de travailler ensemble. Et moi j'ai l'impression que nos élèves français ont beaucoup à apprendre de cette générosité. On dit souvent en France que les gens sont très individualistes. Alors, au Brésil, on a beaucoup de mal à parler football parce qu'on sait que les Français, qu'il y a un culte ici. Mais on dit souvent que les footballeurs français sont excellents, mais qu'ils ont du mal à jouer ensemble. Et bien, c'est un petit peu pareil chez les musiciens français. Ils sont souvent très forts individuellement, mais ils n'ont pas envie de jouer ensemble. Il y a un côté très compétitif. Et ce que j'aime énormément dans l'esprit que donnent les Brésiliens et les musiciens brésiliens, c'est cette volonté d'arriver à un résultat collectif. Et je crois qu'on a à apprendre beaucoup de cet état d'esprit généreux et collectif qu'ont les musiciens brésiliens et notamment les élèves de l'EMESP et du jeune orchestre. E você sabe que nós adotamos uma estratégia pedagógica, principalmente com as crianças no Guri, do ensino coletivo. Os alunos começam a aprender os seus instrumentos sempre coletivamente e, num determinado momento, eles passam a ter aulas individuais. Porque a gente realmente percebe que nesse ambiente coletivo, essa vontade de trabalhar junto é que é despertada. E o resultado, como é coletivo, traz um sentimento positivo para cada um dos nossos alunos. Então, muitas vezes eu ouço críticas ao ensino coletivo de música, mas para nós, na condição social e mesmo nas nossas limitações, é uma estratégia que funciona muito bem. Mais je crois que de toute façon, les deux choses ne sont pas opposées. Tu dis une chose, tu dis depuis le début, ils grandissent dans une collectivité. Le sentiment de collectivité, il ne peut pas arriver trop tard dans la vie, parce que quelque part, on n'arrive plus à le parler naturellement. C'est un peu comme une langue étrangère, la collectivité, si on ne la pratique pas très jeune. On parle la collectivité avec une forme d'accent. Et ce qui est remarquable dans les programmes tels que les actions pédagogiques qu'il y a à l'EMESP, depuis Goury d'ailleurs, c'est cette volonté d'apprendre ensemble. Bien sûr qu'il y a des individualités qui se dégagent, bien sûr qu'il y a aussi des instruments plus propices à l'individualité. Un pianiste peut jouer tout seul, alors que pour un flûtiste, en général, on est plus dans l'orchestre ou dans la musique de chambre. Moi, ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est cette volonté de bien faire ensemble. Il y a une espèce de fierté collective. Et ça, c'est très impressionnant aussi. On les voit à la fin des répétitions, ils se remercient, ils s'embrassent, ils s'aident. Ils essaient de progresser ensemble, ils se donnent des conseils. Tu n'arrives pas à jouer tel trait, je vais te montrer comment je le fais, je vais essayer de te donner un petit peu le partage de mon expérience. C'est pour ça que nous, au Conservatoire de Paris, on a envoyé aussi beaucoup d'élèves en formation pédagogique, donc des futurs professeurs, dans un programme comme Goury, parce qu'il faut qu'à un moment, ils arrivent à importer en France ce sentiment collectif que tu évoquais, ce sentiment d'apprentissage commun. Uma das coisas que eu ouço dos nossos alunos nesses 10 anos de parceria com vocês, são duas coisas que eu acho muito importantes. A primeira é que a nossa tradição de ensinar música aqui deve muito à França. A maneira como os nossos conservatórios são estruturados, as disciplinas que nós oferecemos para os alunos, traz muito da tradição francesa de ensinar música, não da tradição alemã ou mesmo italiana. O italiano um pouco
na experiência da ópera, mas nos conservatórios é muito a tradição francesa. Et moins russe aussi d'ailleurs. Sim. Il y a assez peu d'influence russe sur l'enseignement ici, alors qu'en effet, comme tu dis, la passerelle avec la France est plus naturelle. É muito natural. E quando professores e alunos do conservatório vêm para cá, não há um estranhamento Ouais, bien sûr. entre a maneira de pensar, como fazer música, como você pensar o desenvolvimento técnico no instrumento. E isso ajudou muito e facilitou demais a convivência entre todos os professores do conservatório que vieram e os nossos professores e alunos aqui. Je crois qu'il faut aussi partir d'une des choses qui est l'identité du Conservatoire de Paris, qui sont les méthodes. Quand le Conservatoire de Paris est né après la Révolution française, et donc qu'il a vraiment grandi au XIXe siècle, des professeurs ont écrit des méthodes d'instruments qui sont devenues des standards pour la France. Et je crois savoir que pas mal de Brésiliens ont adopté les méthodes françaises. Ce qui fait que quand tu parles de ce naturel de communication pédagogique entre des élèves qui ont pourtant d'origine très différente, avec aussi une musique populaire traditionnelle qui est très différente entre ce qu'on pratique au Brésil et ce qu'on ne pratique même pas en France, parce que peu de musiciens français jouent de la musique traditionnelle française. Ce qui nous lie, c'est cette façon aussi d'apprentissage par des méthodes françaises qui ont été importées au Brésil depuis fort longtemps d'ailleurs, depuis la naissance des conservatoires brésiliens. Você falou uma coisa que eu tenho muita curiosidade pessoal de te perguntar. Você faz parte de uma tradição de compositores que dirige o Conservatório de Paris, que é um dos conservatórios, além de um dos melhores, mas um dos mais antigos. E tem uma história. Você entra numa história de quase 200, mais de 200 anos, né? Mais de 200 anos, né? E o que você percebe que hoje que um compositor como você pode trazer para o conservatório em relação a como a gente deve ensinar música hoje, o que a gente deve, como a gente deve preparar os nossos alunos hoje no século XXI? Le marché du travail, il est très différent d'il y a même 30 ou 40 ans. Les métiers sont multiples. Je ne peux pas imaginer qu'aujourd'hui, un violoniste, par exemple, rentre à l'orchestre de l'Opéra de Paris ou à l'OSESP ou dans des grands orchestres et passe 40 ans de sa vie à jouer du violon au fond d'un orchestre, point final. Aujourd'hui, le musicien est beaucoup plus complet qu'avant. Il doit savoir jouer seul, musique de chambre, orchestre, il doit savoir improviser, il doit connaître aussi les règles de la musique de film, par exemple, pour s'il doit enregistrer, il doit savoir un petit peu diriger, il doit savoir arranger, il doit savoir harmoniser. Et on se rend compte que les métiers de la musique sont beaucoup plus larges qu'ils ne l'étaient il y a 30 ou 40 ans. Le musicien d'aujourd'hui, c'est un musicien polyvalent, par nature. Un entrepreneur. C'est un entrepreneur. Et c'est aussi quelqu'un qui doit savoir parler au public. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans les Comunidades ensemble quand on a ces concerts de musique de chambre. C'est de demander aux élèves de s'exprimer vis-à-vis d'un public parce que on est dans un monde quand même qui est extrêmement violent, qui est extrêmement compétitif, pour lequel l'art, dans le sens le plus noble, n'est plus une nécessité. En tout cas, la musique n'est plus autant une nécessité qu'elle ne l'était avant. Et notre survivance ne peut venir que d'une volonté farouche du musicien d'affirmer que l'élévation intellectuelle et humaine passe par un objet qui, lui, est un objet extrêmement complexe, extrêmement fort. Quand on fait le programme ensemble qu'on va jouer dans les Comunidades à droite ou à gauche, on ne choisit pas de faire des choses faciles, des choses grand public. On ne va pas faire des arrangements de Lady Gaga et de Michael Jackson. Non, on vient avec Varese, on vient avec Debussy, on vient avec du répertoire difficile. Et c'est aussi notre travail, à toi, à moi et aux élèves, que d'expliquer au public ce qu'ils vont entendre pour qu'eux en retirent quelque chose de, j'allais dire, qu'ils aient des points de repère. Parce que le plaisir en musique, dans toutes les disciplines d'ailleurs, il vient aussi du fait d'avoir des points de repère. Et ça, c'est aussi le travail des musiciens d'aujourd'hui. Alors, quelqu'un qui voudrait rentrer au Conservatoire de Paris, un Brésilien, bien sûr, il doit travailler des études, les Caprices de Paganini, enfin tout répertoire technique et stylistique. Mais il doit aussi se dire, je dois me découvrir comme personne. Et se découvrir comme personne, ça n'est plus aujourd'hui la même chose qu'il y a 30 ou 40 ans. Et on est dans un pays en plus, le Brésil, où il y a une pratique de la musique populaire qui est beaucoup plus forte que la France, où il y a, il faut le dire, une musique populaire qui est passionnante, notamment sur le plan rythmique. L'autre jour, on se promenait sur l'avenue Paulista, on a envoyé des gros de batucada. Et il y a quelque chose tout de suite de plus complexe, de plus dansant. Le rapport au corps aussi est très différent au Brésil. Quand on voit les petits-enfants en France,
Bon, il y a les danseurs qui font de la danse, mais le fait de danser n'est pas naturel. Alors que ça l'est beaucoup plus ici. Et danser, c'est avoir un autre rapport au rythme, c'est avoir un autre rapport à l'énergie. Et je crois que c'est ça aussi qui est très important, c'est qu'on peut beaucoup s'apprendre mutuellement entre le Conservatoire de Paris et les MESP. Parce qu'il y a ce côté, j'allais dire, très rationnel français, très analytique par exemple, et il y a ce côté très corporel, je dirais, chez le Brésilien. Et un musicien d'aujourd'hui doit absolument avoir les deux. Sinon, il est un musicien déjà d'avant. Il y a de très bons musiciens qui font des grandes carrières, mais qui sont encore dans, j'allais dire, les logiques d'avant. Le maestro qui arrive avec sa queue de pie, avec son nœud papillon, le musicien qui, j'allais dire, joue la partition, on ne joue que la partition. Très bien, ça donne des résultats merveilleux, mais moi, ça ne m'intéresse pas comme être humain. Ce n'est pas Sophie. Je trouve que c'est avant. C'est le passé. Alors, tu parlais de la tradition des compositeurs, directeur du Conservatoire de Paris. C'est une tradition qui s'est interrompue assez longtemps pendant le XXe siècle. Je crois qu'un compositeur, il a une vision très large de ce qu'est le métier. Il connaît des chefs, il connaît des chanteurs, il connaît des instrumentistes, il connaît des musicologues, il connaît tous les métiers. Et l'intérêt d'avoir un directeur du conservatoire qui soit compositeur réside dans le fait qu'il a à peu près une expertise sur tous les métiers de la musique, y compris au Conservatoire de Paris. On a un département de formation des ingénieurs du son, on a un département de jazz, et un compositeur d'aujourd'hui ne peut plus ne pas avoir une conscience du son et ne peut pas ne pas avoir une conscience du jazz, par exemple. Ça serait aussi un musicien d'avant. Et donc c'est là où peut-être l'importance d'avoir un compositeur se fait sentir. Perfeito. Uma experiência que muitos professores do conservatório me passaram, Marco Peia, Isabela, que veio tocar há 2 anos atrás com você, a harpa, e outros professores, é a vontade dos nossos alunos de aprender. É uma abertura muito grande para aprender. Você sente isso na orquestra, quando você fala com os alunos, você sente que eles respondem para aquilo que você sugere? Je crois qu'il y a cette réactivité, elle est liée à une soif d'apprendre. La musique française, c'est en fait très très difficile pour les Allemands, pour les Italiens, pour les Brésiliens, parce que, comme je l'avais dit une fois, justement face à ton orchestre, je disais, la musique française, elle est comme la langue française. Elle est liée à ce qu'on appelle le E muet, c'est-à-dire des voyelles que l'on ne dit même pas, qui sont suggérées, qui sont dans le clair-obscur, qui sont dans la nuance. Exactement. La musique italienne, comme la langue italienne, c'est une musique de mélodie. La musique allemande, comme la langue allemande, c'est une musique de structure. Et finalement, cette langue française, avec cette musique française, avec Debussy, Ravel, Fauré, tous ces grands compositeurs, elle n'est que l'expression de cette langue qui est à la fois extrêmement délicate, extrêmement complexe, mais extrêmement subtile. Et ce qui est très intéressant avec les élèves de l'orchestre, de jeunes, c'est que quand on commence à jouer des œuvres, alors je ne parle pas de Varèse, qui est déjà un compositeur qui est ni français ni américain, mais Debussy, mais Ravel, c'est que la première lecture, il y a toujours cette volonté d'être extrêmement expressif, et que le travail, il est d'essayer de revenir vers une forme d'introspection et d'intériorité. Et on y arrive, parce qu'ils ont envie de connaître ça et parce qu'ils savent le faire. Moi, j'étais séduit, et toute mon équipe du conservatoire aussi, par le fait qu'ils apprennent très vite. Ils ont faim, ils sont gourmands. Et donc, dès qu'on travaille, ils absorbent, ils digèrent tout de suite, ce qui nous permet d'avancer très vite en répétition aussi. Eles me relatam que assim, você é uma pessoa muito estimulante, porque você os provoca intelectualmente a pensar o que eles estão tocando. Porque muitas vezes os músicos simplesmente leem a partitura e tocam, mas eles não estão pensando em como eles estão tocando e no que eles estão tocando. E essa reflexão sobre a língua francesa, sobre a entonação da língua e como isso se relaciona com a articulação na música, com os ataques ou com a sutileza dos ataques, eles nunca esqueceram, 2 anos atrás, essa experiência, e muitos que estão na orquestra, que estiveram com você, estavam ansiosos para fazer esse repertório, ouvindo de você essa experiência. Je crois que
quand on dirige un orchestre de jeunes, on est aussi un peu professeur. Oui, On n'est pas uniquement chef d'orchestre. bien sûr. Donc, il est important non pas d'arriver de faire un cours comme ça, mais à certains moments de leur faire prendre conscience de l'enjeu stylistique. Il y a Pierre Boulez racontait une blague très souvent qui était assez amusante. C'est l'histoire d'un chef d'orchestre qui arrive devant un orchestre, qui joue du Schoenberg, il commence à dire « Là, vous avez une série qui est à l'envers, puis elle est combinée à son miroir qui est transposé à la quinte. » Et puis le tromboniste lève la main et dit « Mais je joue plus fort ou moins fort ?» Alors, on n'est ni en train d'expliquer, de faire une conférence pendant des heures, ni en train de dire plus fort ou moins fort. On doit trouver aussi les moyens d'expliquer pourquoi on doit jouer plus fort ou moins fort. Parfait. C'est ce que je leur disais et qui était très difficile dans Debussy, par exemple dans le Prélude d'après-midi d'un faune. C'est une musique qui est totalement libre. Moi, je bouge énormément, j'accélère, je ralentis, mais elle doit être en même temps très rigoureuse. Il faut qu'il y ait une pulsation qui s'installe là. Tac, tac, tac. On peut accélérer, tac, tac, tac. On peut ralentir, tac, tac. Mas ela não é evidente, né? Mais voilà, si on veut que ce soit évident, il faut que la pulsation soit là. Si on le fait de façon très libre, comme ça, très bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il y a aussi un phénomène qui se passe et que j'ai évoqué avec les musiciens d'orchestre, c'est qu'on a tendance à s'attendre. Je t'attends, tu m'attends, je t'attends, et donc plus rien ne se passe. La musique meurt. Et on ne peut pas être dans une perpétuelle... Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, il faut qu'à un moment, on ait un langage commun. Et le langage commun, c'est le rythme. C'est ça qui doit nous fédérer. C'est la pulsation. Tout le reste découle du rythme. E você falou um pouco do repertório. Vamos falar um pouco do repertório da orquestra. Você falou um pouco do prelúdio do Debussy. Quando você propôs esse repertório, o que você imaginou trazer para os nossos alunos e principalmente, como você acha que essas peças se relacionam para um público que provavelmente nunca ouviu Varese e Duthier? Alors, il y a une première chose qui est un peu antérieure encore au projet de programmation, c'est la projection qu'on peut avoir dans la salle. La salle à San Paolo, elle permet un énorme ambitus dynamique. Elle permet de jouer extrêmement piano et d'être très audible au fond du public. Et puis elle permet aussi évidemment de faire des choses très très puissantes. Donc quand on a parlé du répertoire ensemble, je me projetais aussi dans la salle à San Paolo. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait montrer le plus de couleurs différentes? C'est évidemment un programme de musique française avec, j'allais dire, 4 époques. Debussy, Ravel quelques années après, puis Dutilleux, puis Varese, même s'il a vécu aux États-Unis, et puis Dutilleux après. Et c'est aussi une trajectoire, c'est aussi une forme de... Quand je disais tout à l'heure, quand on dirige un orchestre de jeunes, on est pédagogue. Je pense que quand on est programmateur, on doit être pédagogue aussi. Avec le public. On doit composer un programme comme quand on compose une œuvre, avec une logique, avec quelque chose qu'on a envie de dire. Il y a des fois des programmes qui paraissent totalement absurdes sur le papier. Pourquoi on va jouer du Schumann, puis après du Debussy, puis... Parce que c'est souvent le pianiste, par exemple, qui a le pur plaisir digital qui passe au-dessus. Nous, non, on doit pouvoir être encore dans un autre degré d'intérêt et de proposer donc des choses qui ont une pertinence et qui se répondent. On va commencer par Dutilleux. Dutilleux, ça pose déjà un peu une forme de paysage de la musique française. Il y a à la fois la beauté harmonique, évidemment. Il y a le côté orchestration incroyable. Bon. Il y a un côté rythmique dans le 3e et 5e mouvement. Il y a ces contrastes aussi avec, dans le 4e mouvement, quasiment rien, une musique où il y a juste des petits accords qui sont posés sur des petites mélodies. Un 2e mouvement qui est harmoniquement très français, mais qui est presque plus allemand, très lyrique, dans une forme de retenue. Bref, on a une espèce de catalogue de ce qu'est la musique française. Et ce catalogue, on va le décliner sur les autres œuvres. Le concerto de Ravel, qui reprend l'aspect rythmique qu'on a déjà entendu, alors qui anticipe, puisqu'il a été écrit bien avant, mais qui renvoie, on va dire, au côté rythmique de chez Ravel, de chez Dutilleux, et avec, j'allais dire, cette énergie, et en même temps ce 2e mouvement qui est du temps suspendu, qui existe, où on a l'impression qu'on est dans l'éternité, comme dans le 2e mouvement de Dutilleux. Puis on va jouer le prélude d'après-midi d'un faune. C'est presque l'œuvre, c'est la langue maternelle, c'est l'œuvre fondatrice. Séminale, exactement. Et ce prélude d'après-midi d'un faune, on va l'écouter différemment. Si on avait commencé le programme par les préludes d'après-midi d'un faune, on aurait dit, bon, ok, on pose la première pierre et puis on grandit.
Là, on va l'écouter après avoir écouté du Tilleux. Oui. Et donc, les relations vont être beaucoup plus évidentes, en fait, de filiation. Et puis, bon, évidemment, la fin avec Varèse, parce que c'est l'œuvre la plus vaste et parce qu'elle est aussi une synthèse de la France et de la musique américaine. La pièce s'appelle En Amérique. Você falou uma coisa que me interessa muito, que eu penso muito sobre isso, é essa capacidade que a música tem de nos fazer ouvir o repertório do passado de uma maneira diferente. Oui. Eu me lembro muito da minha experiência ouvindo a Sinfonia do Bério. Eu nunca mais ouvi o Mahler, o Scherzo do Mahler, ficava faltando. Então, é isso que você falou, quando a gente ouve uma peça contemporânea que traz nela toda a história da música e você ouve uma obra do passado, você enriquece a sua escuta daquilo que você não ouvia antes, porque a música contemporânea desperta sensibilidades que você não reconhecia ainda e que são potências lá atrás e se revelam na música do nosso tempo. Dans ma carrière de compositeur, je suis assez peu programmé dans les structures spécialisées où on va au concert, on écoute 4 œuvres de musique contemporaine. Je suis beaucoup plus programmé dans des endroits où on confronte des époques différentes. Et c'est intéressant sur 2 plans. D'abord sur le plan perceptif, comme tu le soulignes. Si tu joues une œuvre de Schumann et une création, on n'écoute pas la création de la même façon, mais on n'écoute pas Schumann non plus de la même façon. Mais il y a aussi l'aspect plus technique de réalisation. C'est qu'un orchestre qui joue de la musique contemporaine jouera le répertoire différemment, peut-être avec plus de précision, plus d'attention sur les postes d'archer, plus d'attention sur les postes de son. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que les deux se nourrissent, et sur le plan de la perception et sur le plan purement technique. D'accord. Bruno, nós começamos a nossa parceria com o Conservatório um pouco antes de você assumir a direção. Mas você conversou com muita gente que veio para cá e a primeira vez que você veio para cá nem foi para trabalhar com os nossos alunos, foi para trabalhar com a Camerata Aberta e fazer o programa de música contemporânea conosco. E daí você pessoalmente foi conhecendo um pouco mais o que nós fazíamos. Qual é a sua percepção junto aos seus colegas do Conservatório da importância dessa parceria que nós temos com vocês? Je crois que d'abord tout le monde est heureux de l'accueil. Quand on arrive au Brésil, il y a une chaleur humaine qui fait qu'on est très heureux. Et c'est une chose importante pour moi. Je n'arrive pas à comprendre qu'un musicien ne puisse pas être généreux, ne puisse pas être ouvert aux autres. Ça existe, malheureusement. Mais moi, je n'arrive pas à le comprendre. Et c'est vrai que, ce que je disais tout à l'heure, à la fois un accueil qui est très rationnel, très bien organisé, mais cette volonté de partage. Donc tout le monde y gagne. Et puis, ce qui est toujours étonnant, le retour que j'ai des professeurs qui viennent, c'est les progressions fulgurantes des élèves. Ils prennent un cours le matin, ils ont une masterclass, 2 jours après, ils jouent déjà différemment. Et c'est cette réactivité, moi, qui m'impressionne énormément avec les musiciens brésiliens. Também com orquestra, como você Avec citou. l'orchestre, évidemment, mais aussi sur le Também plan individuel. com individual. Sim, isso faz para os professores uma diferença grande, porque é o resultado do trabalho, daquilo que você pode oferecer para o aluno e que ele reage e aprende. Mais de toute façon, aborder les Brésiliens parce que pays de soleil, pays de joie de vivre, etc., sans penser qu'ils sont de grands travailleurs, serait une erreur monumentale. Et c'est aussi ça qui leur ouvre l'esprit. C'est que quand on travaille, finalement, on réfléchit plus aux bonnes façons de travailler, on réfléchit plus en général. Et c'est aussi ça que tous les profs disent quand ils viennent travailler ici. E você, quando vem para cá, tem a oportunidade de conhecer mais da música brasileira? Você saindo à noite, ouvindo, o que você gosta de ouvir? O que você se a música brasileira te encanta, o que ela tem de especial? A música popular brasileira mesmo. La première fois que je suis venu ici, quand on était avec la Camerata Alberta, tu sais, tu nous avais amené avec Vincent David, le saxophoniste, chez un marchand de disques, qui était dans un quartier, j'avais acheté énormément de disques, je ne sais pas si tu te souviens. Et quelques mois après, j'ai fait une émission de radio à France Musique, la radio nationale de musique classique, toutes les semaines, qui était une émission sur le plaisir. Et ma première émission était consacrée au Brésil. J'avais diffusé des enregistrements de la Camerata Alberta, des enregistrements de certains musiciens aussi de la Camerata qui avaient des disques. J'avais diffusé aussi beaucoup de musique populaire, traditionnelle ou même de variété. Tu sais que j'aime, par exemple, Djavan, c'est un chanteur que j'adore, je trouve absolument musicien. Et c'est extrêmement important
pour moi, en tant que musicien aussi, de me nourrir de cette musique-là. Je dois dire que j'aimais la musique brésilienne avant de venir au Brésil. C'est vrai, toujours été quelque chose que j'ai énormément écouté. En y arrivant par le jazz, par des musiciens même non brésiliens comme Stan Getz, etc. Mais les albums avec Jobim et tout ça qui font partie vraiment des musiques que j'ai le plus écoutées quand j'étais adolescent, notamment. A nossa música brasileira tem uma tradição oral. Ela não é uma música escrita, mais recentemente sim, mas ela é muito dessa tradição de você aprender se relacionando. E parte desse segredo é o que também traz a individualidade. Então, você falou do Djavan ou outros compositores e cantores. Cada um tem um jeito de fazer, porque não existe uma escola que forma todo mundo. A minha pergunta é um pouco, porque eu penso nisso, estando numa escola, como a gente pode ser organizado na nossa metodologia para o desenvolvimento técnico dos alunos, mas ao mesmo tempo dar uma abertura para que eles tenham criatividade, para que eles tenham fantasia quando fazem música. D'abord, les répertoires. Moi, je crois beaucoup à la balance entre le répertoire écrit et l'improvisation. Même si ce n'est pas de l'improvisation en jazz ou musique brésilienne ou autre, mais juste le fait de pouvoir sortir la partition. Moi, je connais de très très grands musiciens connus internationalement, des stars, qui sont incapables de jouer 3 accords en dehors d'une partition écrite. Par exemple, nous, on oblige maintenant, depuis que je suis directeur du conservatoire, tous les élèves pianistes à faire de l'harmonisation au clavier. On a des gens qui peuvent jouer absolument n'importe quoi, et puis on leur crie totati, totati, tom. Ils sont incapables de mettre 2 accords derrière. Et je crois que développer cette créativité ne peut aussi que les servir dans le contexte de l'interprétation. Après, la théorisation des arts populaires et des arts de tradition orale, c'est quelque chose de très complexe. Parce que, comme tu le dis, les différences stylistiques et l'inventivité de chacun, elle est liée aussi au fait qu'il n'y a pas de cadre. Je ne crois pas à une supériorité de l'écrit sur l'oral. Je ne peux pas dire qu'un musicien qui fait du raga indien est moins intelligent ou moins complexe que quelqu'un qui écrit une œuvre pour l'IRCAM. Il n'y a pas de supériorité, il y a 2 façons de transmettre des choses qui relèvent de l'excellence et de la perfection. Si on prend sur la danse, par exemple, un danseur de l'Opéra de Paris, danseur étoile, magnifique, qui va danser la Bayadère ou le Lac des Cygnes ou Casse-Noisette, n'est pas quelqu'un de supérieur en tant que tel à un danseur de hip-hop qui aura une technique, qui aura travaillé, qui va travailler sur une inventivité, sur un rapport au rythme. Moi, je n'ai pas de vision colonialiste des disciplines. J'adore aussi la chanson, j'adore la variété. Alors, je ne vais pas dire qu'un chanteur de variété est supérieur à Beethoven, il ne faut peut-être pas exagérer. Mais ces disciplines ont toute une forme de noblesse. Et je crois qu'il faut maintenir ça, son jugement sur cette forme de noblesse-là, en se disant que l'oral est aussi quelque chose qui a sa propre noblesse. Et qu'on n'est pas obligé de tout rationaliser. Après, il faut créer des cadres. Je sais qu'ici, on travaille aussi les musiques populaires, traditionnelles, et qui se transmettent comme ça. Mais en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que quand on gagne quelque chose en musique, on perd quelque chose. Si on prend l'histoire de la musique, on est parti de musique traditionnelle, musique savante occidentale. Bon. On part du chant grégorien, une ligne, qui a toute la liberté du monde, mais qui n'a pas de rapport harmonique. Un jour, on rajoute une 2e voix. On gagne le plaisir de la mais on perd la liberté de la mobilité. On en rajoute d'autres. On gagne l'harmonie, mais on perd la mobilité. Un jour arrive le système tonal. On gagne attraction tonale, la cadence, mais on perd la couleur qu'avait la modalité. On sort de cette tonalité par Wagner, par Debussy, on arrive à la tonalité. Là, on a toute la liberté du monde, mais on perd l'attraction tonale. Et le plaisir qu'on a à écouter autant Pierre Boulez que Guillaume de Machaut, que Tom Jobim, il vient de ça. Il vient qu'on ne peut pas tout proposer. Et les plaisirs sont différents. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une hiérarchie dans les plaisirs. Ça veut dire juste que le focus n'est pas au même endroit. Et que ces musiques, à partir du moment où elles sont authentiques, quand je dis authentiques, c'est qu'elles représentent une époque. Qu'elles sont inscrites dans une façon de vivre, elles sont toutes de qualité. Par contre,
Quand on a aujourd'hui des compositeurs contemporains qui ont une forme de nostalgie, alors qu'ils écrivent du faux, néo, tout ça, là pour moi on est à côté de la plaque. Là on se trompe. Parce qu'il ne s'agit pas de dire c'était mieux avant. Non, on vit quand même mieux aujourd'hui qu'on vivait avant. Donc il faut arrêter avec ça. Et je pense que c'est ça aussi notre combat. C'est de dire qu'il y ait une tonalité qui subsiste dans la musique populaire brésilienne et qu'elle soit... Que Djavan soit un contemporain de Pierre Boulez ou de Michael Jarel, c'est très bien. Mais qu'on ne vienne pas demander aux compositeurs contemporains d'écrire la musique d'avant parce qu'elle est reliée à une tonalité. Ça, c'est le monde d'avant. On doit écrire la musique qui nous représente. L'autre jour, on a pris le petit déjeuner à Paris, on a dîné à São Paulo, parce qu'il y a des avions. Voilà, on vit comme ça aujourd'hui. Et nos élèves du conservatoire vont jouer le concert demain qui va être retransmis sur Internet et leurs copains de Paris vont voir le concert en direct. Les mentalités ont changé, le rapport au temps a changé. Et ça, on doit l'intégrer, que l'on écrive de la chanson, que l'on fasse du rap, que l'on fasse du jazz, que l'on fasse de la musique contemporaine. Perfeito. Uma coisa que você citou, que quando a gente pensa na música escrita e na tradição oral, é essa questão do tempo, na música popular, a improvisação, a resposta rápida é uma exigência do músico. Na música escrita, você tem um tempo de reflexão e é um tempo diferido. Você ganha na reflexão, mas você perde na velocidade. Isso faz sentido para você? É algo que um músico hoje deveria saber fazer as duas coisas para poder viver no mundo que nós estamos? Ça pose une autre question, ce que tu viens de dire, ça pose aussi la question de la spontanéité dans l'écriture. Le temps différé dont tu parles, oui, on écrit, la note sera jouée un an après, et en plus pas par soi, elle sera jouée par quelqu'un d'autre. Donc on doit lui donner des informations, suffisamment d'informations pour qu'il puisse jouer, mais pas non plus trop d'informations pour ne pas qu'il soit sclérosé. Donc ce temps différé ne veut pas dire que quand on écrit de la musique, on n'est pas dans une forme de spontanéité. Moi je sais que quand je compose, j'ai l'impression d'y être, j'ai l'impression d'être dans l'action et pas d'être dans quelque chose de préalable. É como se o gesto estivesse na escritura. Mais exactement, le geste instrumental tel qu'on l'imagine, on peut le mimer, je ne suis pas violoniste, mais je peux mimer ça, on peut le transcrire tout de suite sur la partition. Après, dans les pratiques, oui, comme tu le disais il y a 3 secondes, le musicien devrait savoir faire les deux. Devrait savoir composer, mais aussi avoir une réponse immédiate. Il y a un tout petit danger à cela. C'est que les générations actuelles ont des smartphones, sont habituées à être dans l'immédiateté tout le temps. Il nous arrive par exemple d'oublier le nom de quelqu'un. Tiens, comment s'appelle-t-il? Nous, on réfléchissait à notre âge, à notre époque. Si. Eux, maintenant, hop, Google, on regarde, ça y est, j'ai la réponse. Na minha época não era assim. non, pas du tout. Et alors le problème, c'est que du coup, les jeunes générations ont du mal à s'inscrire dans l'effort, dans la durée. Et je pense que des répertoires comme Bruckner, comme Mahler, deviennent bientôt des objets que ces générations ne comprendront plus. Parce qu'il faut s'installer dans le temps, il faut attendre que les choses arrivent, Et moi, je m'oblige par exemple, des fois, quand j'oublie un nom ou autre, à ne pas regarder. Je dis non, je veux chercher, je veux trouver par moi-même. Et je crois qu'il faut aussi expliquer ça à nos élèves. On a même des élèves qui ont des fatigues physiques liées au smartphone, qui commencent à avoir des crampes, des choses comme ça. Et je leur dis, mais prenez le temps, un moment de souffler, prenez le temps de vous ennuyer. Perfeito. Être là à penser, c'est bien aussi. Quand on est dans la suraction, qui n'est pas toujours d'ailleurs pleine de sens, souvent c'est très vide, on est dans l'excitation, mais qu'est-ce qu'on produit? On n'a pas le temps de se constituer comme personne. On se constitue comme personne aussi en prenant le temps de ne rien faire. Me lembrei agora das partituras de Stravinsky, por exemplo, que ele escrevia o pentagrama. Tudo aquilo, para mim, é um pouco como um pintor que começa limpando a tela, que é um trabalho, na verdade, que eu faço, um pouco que não dá para mergulhar na partitura sem você ter esse tempo inicial de reflexão. E se o mundo hoje tira isso de nós, eu percebo que nós não vamos para um ponto de reflexão profunda, de onde as coisas podem ser pensadas de uma maneira calma, mas realmente profundas. Então, o tempo de hoje, da nossa vida de hoje, procura nos tirar desse lugar. Então, o tempo da leitura, o Google, ele dá a resposta. Quando a gente precisa pegar um livro,
folhear o livro todo para procurar, é uma outra experiência de conhecimento. Et puis c'est notre démarche, ça s'appelle la recherche. La recherche. Aller chercher dans un dictionnaire, c'est pas la même chose que d'avoir une réponse procurar instantanée. é isso mesmo. Une anecdote très personnelle, moi je n'ai aucun sens de l'orientation. Tu me mets dans une rue, je suis incapable d'aller dans la rue à côté. Mais maintenant qu'il y a les GPS, j'ai même plus besoin de réfléchir. Et je sais que mon sens de l'orientation sera toujours catastrophique parce que je n'ai plus besoin de faire l'effort. Les générations d'avant faisaient l'effort. Comment je peux aller là? Et c'était aussi une formation de l'esprit. On sait que par exemple dans le domaine médical, ça a une influence très forte. Par exemple, un médecin qui est dermatologue, quand il voit une tache, quelque chose comme ça, il a une marge d'erreur qui est certaine. Maintenant, il y a des ordinateurs, on fait un prélèvement, on le donne dans l'ordinateur, et l'ordinateur donne non seulement la pathologie, mais les traitements. La médecine de demain, elle est là. Et la marge d'erreur, elle est beaucoup plus faible qu'un humain. Mais qui va faire ces ordinateurs? Il y a un moment aussi où on va avoir moins de gens capables de développer ces outils qui vont remplacer l'intelligence humaine. Et le danger, il est là. C'est plus qu'il y ait des gens riches et des gens pauvres, c'est qu'il y ait des gens qui savent et des gens qui utilisent. Et je pense que c'est le... Alors, ça sera pour le progrès de tous, mais je pense qu'on va avoir une humanité à deux vitesses. Entre ceux qui ont les outils de la connaissance et de la recherche, du développement, et ceux qui utilisent les outils. Ce qui veut dire qu'économiquement, ça va être ceux qui vont pouvoir vendre aux autres les moyens de la réflexion. Et je pense que la réflexion, par exemple, sur l'intelligence artificielle, telle qu'elle est menée en France et jeune, ne peut pas faire l'impasse d'une réflexion sur l'éthique. Comme la régulation d'Internet ne peut pas faire l'impasse d'une régulation qui prenne en considération ce qu'est l'éthique. Et je crois qu'hélas, on est loin de ça pour le moment parce qu'on est, évidemment, on est tellement heureux de dire on peut diagnostiquer un cancer beaucoup plus vite et le traiter plus vite. Formidable. Et bien sûr que c'est formidable. Mais il faut voir aussi les incidences que ça peut avoir sur le développement de l'humanité. Você falou muito dessa questão da percepção que a gente acaba perdendo quando fica... Você falou da localização. A gente perde porque a gente para de perceber o mundo, né? Eu tive uma experiência recente que fui para a floresta amazônica e fui andar no meio da floresta e você perde todos os pontos de referência. E eu estava sozinho com o guia. E aí ele olhou para mim e falou, e agora? Ele me olhou, para qual é o lado para voltar? E eu olhei para ele e falei, se você não souber, eu não sei. Perdu. E ele falou, mas você sabe. Aí ele falou assim, onde o sol estava batendo em você quando a gente entrou na floresta? Eu falei, ele estava atrás. E agora? Aí eu comecei a perceber, porque na verdade você não está habituado a fazer, perceber o mundo que está à sua volta. E eu me preocupo com os nossos alunos, porque muitas vezes eles realmente estão imersos num mundo muito superficial, muito rápido, e não percebem o contexto em que eles estão inseridos, tanto do ponto de vista histórico quanto político. E isso é preocupante, porque a função da arte não é acalmar, provocar movimento. Então, essa minha preocupação um pouco de perceber o mundo e dar essa dimensão do que estamos fazendo aqui, onde estamos, eu acho que é fundamental. E é um desafio, eu vejo, muito grande da arte hoje. Moi, je vois dans le métropolitain à Paris énormément de personnes, jeunes ou moins jeunes, qui ont des écouteurs et qui écoutent. Et qui ne se rendent absolument plus compte de ce qui est autour d'eux. La sensation physique, elle vient aussi de l'écoute. Donc on se fait bousculer dans le métro. C'est pas méchant, c'est pas le manque d'éducation, c'est qu'ils sont tellement dans leur univers clos que plus rien n'existe. Et c'est un danger, bien sûr que c'est un danger. E para o músico isso assim é uma... Porque quando você toca, se você não perceber o ambiente que você está, a orquestra, isso não funciona, né? On a en France de grands débats sur la socio-culturelle, sur l'égalité, sur la parité, l'égalité des chances, la parité homme-femme. Et il y a énormément de débats sur le fait d'organiser des concours derrière des rideaux, pour qu'on ne voit pas, pour qu'on ne soit pas influencé par est-ce que c'est une homme ou une femme. Et moi, je suis foncièrement contre. Parce que le fait de voir un musicien, ça fait partie de la vie. On peut aussi identifier des problèmes techniques, par exemple dans un concours. Un enfant jeune peut tricher avec son corps parce qu'il a un corps souple, parce qu'il n'a pas un corps constitué. Mais si on n'identifie pas un problème technique,
on peut avoir des catastrophes. Et cette espèce de volonté d'égalitarisme total, c'est avec des moyens qui en fait sont artificiels. On se voit, on se parle, on se regarde, on se touche, on a des réactions. Si on commence à se priver de ça et le remplacer par des statistiques, par des iPhones, par tout ça, le monde est fini. Et je pense qu'on se trompe énormément avec ça. L'égalité d'abord n'existe pas, personne n'est égal à personne, ça ne veut rien dire. Que l'on défende une égalité sociale, évidemment, que l'on défende des lois qui s'appliquent pour tous, bien sûr, que l'on dise qu'il faut des cadres pour lutter contre la corruption, évidemment, on est tous d'accord avec ça. Mais que l'on arrête de créer des problèmes pour répondre avec de mauvaises solutions à des questions qui, elles, sont intéressantes. Et que l'on arrête de nier la vie. Moi, c'est ça qui me surprend. C'est qu'on a besoin de réhabiliter la simplicité de la vie, je pense, aujourd'hui. A simplicidade mesmo. Bruno, vamos falar pouco de política cultural. Nós vivemos hoje num mundo que vem mudando demais. Que papel a cultura, no seu ponto de vista, tem para o futuro da humanidade? J'ai beaucoup de mal avec l'expression politique culturelle parce que j'ai l'impression que les deux mots ne peuvent plus dialoguer ensemble. Pour être plus sérieux, on a quand même l'impression que la classe politique mondiale, actuellement, quels que soient les pays des cultures, est d'une immense médiocrité. On n'a plus de grandes figures, on n'a plus de Churchill, on n'a plus de De Gaulle, on n'a plus de toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, globalement, que l'on soit dans un pays riche, un pays pauvre, un pays avec une culture économique ou avec une autre, globalement, la classe politique est surtout nourrie d'ambition personnelle, de volonté d'arriver à prendre le pouvoir pour souvent des problèmes très freudiens d'ailleurs, de volonté d'argent ou de domination, mais en fait assez peu de personnes qui ont une vraie volonté de s'investir au service du peuple. La deuxième chose, c'est que finalement, la politique n'existe plus, c'est l'économie qui existe. Oui, bien sûr. Pendant la campagne présidentielle française, le mot culture n'a quasiment jamais été prononcé. prononcé. Il y a actuellement en France une crise sociale. Au Brésil, la même chose. La même chose, bien sûr. Il y a une crise sociale très forte en France en ce moment, avec des débats populaires, d'initiatives où on essaie de faire parler le plus de gens possible. Jamais le mot culture ne revient. On parle des impôts, on parle des aides sociales, on parle du système de santé, mais personne ne dit la moindre chose sur l'importance d'avoir des orchestres, d'avoir des musées. Donc, il faut se rendre compte que la politique et la culture n'ont plus rien à faire ensemble. Le problème, c'est que la politique peut tuer la culture. Un président ou un ministre ou un président qui dit « je ne veux plus donner d'argent » va tuer la culture. Donc, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de faire comprendre aux politiques que l'excellence culturelle peut éventuellement un peu les servir. Moi, si j'étais président du Brésil, ou si je ne suis pas candidat encore, ou de l'État de São Paulo, même si je ne connaissais pas Beethoven, Brahms, je serais fier de Lozesp, de Lemesp, de Goury. Je dirais, c'est pas moi qui l'ai fait, mais quelque part, ça c'est une chose qui est vue dans le monde entier, qui est reconnue, qui est appréciée. Et là, c'est très cynique ce que je dis, et je n'aime pas le cynisme. Mais je crois que la seule chose qu'on peut essayer de faire comprendre aux politiques, qui ont quand même beaucoup de mal à comprendre le monde dans lequel ils vivent, hélas, alors qu'ils sont censés le diriger, c'est qu'ils peuvent tirer bénéfice eux-mêmes des talents qui ne sont pas les leurs, parce qu'ils ont assez peu de talents en général, mais qui sont des talents de personnes comme toi, qui font, qui créent, qui organisent. Donc je crois qu'on est entré dans une période de jeu assez pervers. La situation française et la situation brésilienne n'ont rien à voir. Où finalement, pour justifier notre existence, et notamment notre existence financière, ce n'est plus le fond qui compte. Ce n'est plus le fait de l'utopie, ce n'est plus le fait de créer, ce n'est plus le fait d'interpréter. Maintenant, ce qui compte, c'est finalement de retirer une forme de gloire ou de représentativité ou de quelque chose qui relève j'allais dire, des bulles de champagne, mais qui ne sont pas sur le fond du problème. C'est le fond du problème. On est dans tous les pays dans cette dimension. Il y a peu de présidents qui disent, dans le monde, qui disent « mais pour moi, la culture est une chose importante ». Il y a des merveilleux orchestres aux États-Unis. Je ne pense pas que le président actuel ait eu le moindre discours esthétique sur la musique répétitive contre la musique combinatoire.
Il m'a pas semblé. Et c'est peut-être d'ailleurs très bien qu'il n'en parle jamais. C'est peut-être aussi notre chance que le politique ne s'occupe pas trop de nous. Parce que quand il s'occupe de nous pour nous dire il faut enlever 23% du budget à la culture à l'État de São Paulo, on préférerait qu'il s'occupe d'autre chose. On a eu des hommes politiques en France, quelquefois qui n'étaient pas du tout cultivés, qui n'avaient pas d'intérêt pour ça, mais qui se disaient c'est important que ça existe, et qui ont été des soutiens de la culture, sans être des personnes de culture. Moi, quelque part, je me fiche qu'un homme politique puisse me citer du Balzac par cœur ou me chanter la première symphonie de chambre de Schoenberg. Je veux juste qu'il me laisse travailler, qu'il me laisse tranquille. Et je crois savoir qu'il y a eu aussi de grosses tensions avec l'État de São Paulo actuellement. Que ces gens-là nous laissent tranquilles, nous laissent exister. On ne représente pas grand-chose financièrement. Ce n'est pas le budget de l'EMESP ou de l'OSESP qui va faire que l'État de São Paulo va basculer dans la richesse. Donc c'est rien du tout. C'est des coupes budgétaires qui sont rien. Ils vendent 3 voitures et un avion et ça y est, ça existe. Il y a des très bons avions au Brésil, Embraer, mais qu'on continue à en vendre et puis voilà. Mais il faut aussi une chose, il faut que ces gens-là comprennent que nous leur sommes supérieurs. Je veux dire, Pierre Boulez est supérieur à Georges Pompidou, qui est un grand président de la République cultivé. Mais celui qui restera dans l'histoire, c'est Pierre Boulez. Oui, c'est vrai. Louis XIV est inférieur aux artistes qui l'ont servi. Et je pense qu'il est aussi de notre responsabilité que de dire aux politiques, c'est nous les patrons, ce n'est pas vous. Vous avez peut-être l'argent, mais c'est nous qui avons l'histoire de l'humanité dans nos mains, c'est pas vous. Vous déclenchez une guerre, oui. Vous allez envoyer des missiles dans tel pays, très bien. Vous allez vendre des voitures, formidable. Mais qui sont les chefs? C'est nous qui restons, c'est pas vous. Et je crois qu'il faut absolument qu'on affirme cette fierté-là. Les artistes sont trop souvent complexés parce qu'ils sont dans un circuit économique fragile. Fragile, oui, ça c'est... Mais cette fragilité, elle doit absolument pas nous faire taire. Au contraire, puisqu'on est fragile, on n'a rien à perdre. Donc puisqu'on n'a rien à perdre, autant affirmer que ce qu'on a est beaucoup plus précieux que même que l'économie. J'avais dit une fois à une femme politique qui est après devenue ministre de la Culture en France, et qui était un peu en campagne pour être ça, on venait de perdre la note triple A, ces classements internationaux économiques. Et j'avais dit, mais la culture française, elle a un triple A éternel. Pourquoi on n'en parle pas? Qu'on vende des avions plus chers que Boeing, c'est autre chose. Mais là, on a une fierté immense. Je pense à un autre exemple, un pays qui institutionnellement a toujours été problématique, qui est l'Italie. À une époque, l'Italie n'arrivait plus à, je crois que d'ailleurs c'est plus encore le cas, mais à répondre aux critères économiques de l'Europe. Et il y avait des voix qui s'exprimaient en Allemagne pour dire l'Italie doit sortir de l'Europe. Et il y avait un historien qui avait dit l'Italie c'est 80% du patrimoine architectural et pictural mondial. Vous nous faites sortir, vous perdez juste la naissance de l'humanité. Et ça avait évidemment eu la civilisation. La civilisation. Un pays qui a le Colisée, qui a le Vatican, qui a Château San Giovanni, tout ça, c'est le pays le plus riche du monde pour moi, l'Italie. L'Italie est beaucoup plus riche que les États-Unis. Bien sûr. Ils vendent, alors peut-être que Fiat n'est pas General Motors, mais tout, mais la cuisine, et l'excellence. Et après tout, quand ils font des voitures, ils font plutôt de belles voitures. Donc, c'est cette puissance-là, à mon avis, qui est aussi quelque chose à valoriser. Et les politiques, il ne faut pas avoir peur d'eux, c'est eux qui doivent avoir peur de nous. Mas você sabe que uma coisa que eu sinto, Bruno, é que o Brasil, que é um país colonizado, tem uma influência em nós, brasileiros, muito ligada à França, que é essa, que o Estado provê o bem-estar social por meio de programas de educação, cultura, muitas vezes gratuito, porque é um direito das pessoas ter educação, cultura, saúde. E como nós somos muito mais frágeis economicamente, esse momento mais liberal, ele vem destruindo esse conceito de bem-estar nas nossas economias que são muito frágeis. E mais do que isso, como a discussão é econômica, ela não é desses princípios fundamentais daquilo que é civilizatório, aquilo que nós devíamos estar discutindo, nós entramos numa conversa em que o outro lado não ouve. Oui, mais então nós precisamos ir para a rua. Bien sûr, mais pardon, mais le Brésil est un pays très riche. Il y a tout au Brésil. Il y a des ressources, il y a une agriculture, il y a du tourisme. Mas na mão Le problème, c'est qu'il y a
aussi une classe politique qui, pour les 3/4, finissent en prison au bout de 20 ans. Donc il faut quand même se poser la question de la répartition. Quand on est dans certains quartiers de São Paulo, on est dans des quartiers très pauvres, c'est le cas ici, à Les Mespes, dans le coin, mais on a aussi des très beaux immeubles avec des pistes d'hélicoptères, de très jolies voitures. Donc il y a de l'argent. Le Brésil n'est pas un pays défavorisé, c'est un des pays les plus riches du monde, si on voulait bien qu'il devienne un des pays les plus riches du monde. Donc il faut juste qu'on ne me dise pas que c'est les coupes de 23% de Les Mespes qui vont faire que l'économie brésilienne va se sentir mieux. Ce qu'on va enlever à Les Mespes, on ne va pas le donner dans les favelas. C'est faux. On va l'enlever à Les Mespes, on le donnera à d'autres choses qui peut-être vont servir toujours les mêmes. Mais ce n'est pas parce qu'on fera moins de musique qu'on va mieux manger dans les favelas, ça c'est faux. C'est une règle de base. Ce qu'on enlève à la culture, on l'enlève à tout le peuple. Et qu'il y ait des programmes gratuits, c'est une chose très 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 importante, qui est capitale, parce que c'est la seule chose qui restera à la culture. Nós entendemos o nosso trabalho como direito, mas essa briga que nós estamos vivendo nesse momento, eu diria que ela é mais forte, porque pela primeira vez eu sinto que os alunos, os beneficiários entendem isso, que alguém está tirando algo deles de verdade, que é a formação que eles podem ter, que é o futuro que eles podem ter. Então, nesse sentido, eu acho que há uma possibilidade de nós revertermos o que acontece. Mas o diálogo, nesse momento no Brasil, está muito difícil, porque nós temos um governo com um olhar exclusivamente econômico, com pouca sensibilidade para pensar lá na frente. O que nós vamos perder lá na frente se tirarmos dinheiro da educação, da saúde e da cultura? Mais moi, je suis très sensible à l'engagement que je vois des élèves, à la défense de tout cela. Je vais parler en étranger. Le gouverneur de São Paulo doit être fier que le Conservatoire de Paris, qui est quand même une des plus grandes écoles au monde, ait envie de travailler avec les Brésiliens. Dans la hiérarchie mondiale, le Conservatoire de Paris est en haut. Et qu'on privilégie la relation avec les Mespes par rapport à des conservatoires comme Juilliard, c'est quand même très fort. Donc ça doit être une fierté pour le gouverneur de dire, tiens, le milieu culturel français est plus intéressé par le Brésil que par les États-Unis. Je trouve que c'est une façon, c'est aussi une revanche. On sait combien les États-Unis ont des rôles très ambigus dans l'arrivée au pouvoir de certains dictateurs d'Amérique du Sud, que maintenant les États européens s'intéressent plus à l'Amérique du Sud qu'à l'Amérique du Nord, c'est quand même un symbole très fort. Il ne faudrait pas qu'il oublie ça, parce que finalement, voilà, là on monte un programme, économiquement ça a un poids, on consomme, on va au restaurant, etc. Si tout d'un coup les Brésiliens coupent tout et les Français ne vont plus travailler avec eux, c'est aussi des ressources en moins pour l'État brésilien. C'est totalement contre-productif. Je suis encore très cynique. Mais le monde est cynique de toute façon. Oui. Mais ce qu'on disait sur le rapport aux politiques, nous on a un président qui a été élu très jeune en France, 39 ans, Emmanuel Macron. Et, il est jeune, oui, 39 ans, c'est très très jeune. Alors il y a encore plus jeune maintenant en Autriche. Et on lisait dans la presse, le génie. Et il y a un journaliste qui a dit, enfin Mozart était mort depuis longtemps à 39 ans, et Schubert aussi. Je pense qu'il ne faut pas confondre ce qu'est un génie de l'humanité et puis un politique habile, aussi habile, aussi fort soit-il. Et c'est là où je dis, il faut quand même remettre les choses à leur place. Je m'élève.